bonsoir. Bienvenue au mercredi du droit et nous allons animer avec ma consoeur Jeanne Renaud cette petite introduction et un peu plus, si vous le souhaitez, sur la responsabilité médicale. Alors qu'est-ce que c'est la responsabilité médicale? C'est un concept assez important, assez vaste. De manière globale, ça désigne l'obligation qui pèse sur les professionnels de santé de réparer un dommage qui aurait été causé par la mauvaise exécution d'un contrat de soins. On a ensuite donc les différentes fautes liées à l'acte médical. Alors vous allez voir, on vous en a distingué plusieurs, trois, on a pris 3 exemples. Il y a tout d'abord l'erreur de diagnostic. Ensuite, on vous parlera du défaut d'information et ensuite de la faute technique. Qu'est-ce que c'est une erreur de diagnostic? C'est assez simple, tout le monde comprend comme son nom l'indique. C'est un professionnel de santé qui n'a pas posé le bon diagnostic conformément, et on revient encore à cette notion fondamentale, aux données acquises de la science. Et là encore, aux données acquises de la science, au jour J en fait où il a consulté. Ça peut être également un professionnel de santé qui n'a pas correctement interprété les symptômes du patient qui est venu le voir. Ça fait partie en fait du code de déontologie médicale que si le médecin se sent limité dans ses compétences ou si ça dépasse son seuil de compétences, notamment le médecin généraliste qui quand même doit avoir affaire à beaucoup de cas d'espèces différents, il doit pouvoir envoyer son patient à des concours appropriés, des concours spécialisés. Et le fait de ne pas le faire constitue une faute. Mais il ne faut pas non plus confondre la faute médicale avec l'erreur médicale. Là encore, il y a toujours cette obligation de moyens qui pèse sur le médecin, qui n'est pas tenu à une obligation de résultat. L'erreur de diagnostic, elle n'est pas fautive en soi. Il faut bien entendu qu'il y ait eu des conséquences anormales, des conséquences graves, pour prouver et ensuite engager la responsabilité du médecin. Mais vous avez également le cas des patients qui appellent le SAMU, la régulation, c'est ce qu'on appelle le centre 15, et qui font état de leurs symptômes. Là, toute la difficulté, nous, en tant qu'avocats d'établissement de santé, c'est d'essayer de défendre un médecin qui ne voit pas le patient, qui a seulement le patient en ligne, et ensuite la difficulté d'interpréter les douleurs dont lui fait part le patient, qui lui-même ne sait pas forcément bien les interpréter ou pas forcément bien les exprimer. Quels moyens a le médecin pour faire le bon diagnostic? Et dans le cas de la régulation, le centre 15, c'est des milliers d'appels qu'ils reçoivent, parce qu'il ne faut pas croire que parce que vous appelez le 15 et que vous habitez à Nantes, c'est le CHU de Nantes qui répond. Les appels sont concentrés sur des pôles et c'est des milliers d'appels par jour et il faut savoir faire le filtre. Et quelque part, au bout d'un moment, les médecins, ils ne savent plus vraiment distinguer le vrai du faux. Alors, le défaut d'information. En tant que patient, vous êtes le plus souvent profane en la matière et c'est pour ça que vous avez donc affaire à un professionnel de santé. Ce professionnel de santé, il a des obligations qui sont régies par le Code de la santé publique qui prévoit que toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé et l'information que doit lui délivrer le praticien porte sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles. Tous ces risques doivent être exposés en amont de façon à ce que le patient puisse en toute connaissance de cause, accepter le geste chirurgical et s'exposer à un éventuel risque de l'acte invasif. Certes, il faut que le patient donne son accord, mais pour autant, parfois, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix parce qu'il y a une urgence vitale et que s'il ne se fait pas opérer, il meurt. Donc finalement, les risques, ça paraît bien moindre par rapport au risque de décès s'il refusait l'acte thérapeutique. Donc c'est-à-dire que si vous vous faites opérer d'un cancer de la prostate et qu'il s'ensuit une incontinence urinaire, va se poser la question de l'avancement de votre cancer. Si votre cancer était très avancé, le magistrat va vous dire « Attendez, ce qui vous arrive, c'est bien moins grave que ce qui aurait pu vous arriver. » Donc finalement, on considère qu'il n'y a pas de défaut d'information puisqu'il y avait une obligation thérapeutique. L'indication opératoire était non seulement justifiée, mais impérative et imminente. L'impréparation, c'est quand vous vous réveillez le lendemain de votre anesthésie avec des conséquences qui étaient connues, qui auraient pu vous être annoncées en amont. Vous auriez pu prendre des dispositions. Par exemple, vous êtes parent d'enfants qui nécessitent encore une surveillance, qui ne sont pas pleinement autonomes. Si vous aviez su
que l'intervention que vous alliez subir pouvait provoquer un séjour plus long parce que l'infection nosocomiale, parce que vous avez présenté un syndrome de Loge ou autre, vous auriez pris des dispositions, à savoir vous auriez fait venir votre belle-mère pour garder les enfants. Sur ces dommages-là, vous pourriez avoir une réparation pécuniaire, symbolique, mais en tout cas au titre du défaut, au titre du préjudice d'impréparation. On peut en fait vouloir ne pas être au courant de son état de santé. Et dans ces cas-là, le médecin, notamment le médecin traitant, doit respecter ce choix. Par exemple, on peut ne pas vouloir avoir le résultat de sa biopsie et de savoir si on a un cancer ou pas. Par contre, il y a bien sûr un bémol à ce droit à l'ignorance, c'est en cas de risque de contamination. Si par exemple on est porteur du VIH, dans ces cas-là, quand bien même le patient souhaiterait être tenu dans l'ignorance, le médecin sera tenu de lui informer parce qu'il y a un risque de contamination derrière. Parfois, certains médecins, effectivement, vous remettent les fiches, vous font des schémas, vous donnent une explication, mais ça reste oral. Vous, en tant que patient, vous pouvez très bien avoir reçu cette information, mais pour autant pas être à même de la comprendre, soit parce que le langage était trop technique, mais tout simplement parce que vous étiez trop stressé, parce que c'était trop d'informations, parce que ou tout simplement votre état de santé, votre pathologie ne vous permettait pas d'être en pleine possession de tous vos moyens. Et pour autant, le médecin va penser avoir bien fait. Il a certainement bien fait, simplement ce n'était pas adapté au cas d'espèce, ou en tout cas à l'instant T. Rapidement ensuite, la faute technique. Et là, en fait, c'est une faute qui est commise en se replaçant, donc non seulement par rapport aux données acquises, aux connaissances en fait au moment T de l'intervention. Et dans ces cas-là, ça peut être les cas un peu grossiers, mais qui malheureusement arrivent. L'oubli de compresse dans l'abdomen, ça peut être l'opération du mauvais genou. En fait, c'était le genou droit pour une ménisectomie où on venait, et en fait, c'est le genou gauche qu'on a opéré. Et dans ces cas-là, tout ça, ce sont des fautes techniques qui engagent la responsabilité du praticien, sa responsabilité personnelle selon qu'il exerce dans une clinique, ou la responsabilité de l'hôpital si c'est un établissement de santé publique. Donc comment agir? Je vous le disais, c'est à la victime de rapporter la preuve, et la preuve, elle commence par le dossier médical. Vous avez, en tout cas, vous supposez avoir eu une prise en charge défaillante, ou vous imputez votre état de santé à une faute médicale. La première chose à faire, c'est de demander auprès de l'établissement de santé ou du médecin votre entier dossier médical. C'est une obligation légale, l'établissement est obligé de vous l'adresser, c'est facturé. L'établissement de santé est censé vous le transmettre dans les 8 jours de votre demande. En pratique, 8 jours, moi je n'ai jamais vu. Ça n'existe pas. Non, mais on ne peut pas. Il n'y a pas les moyens techniques de laisser une assistante derrière les photocopieuses toute la journée. Donc ne vous en faites pas, si vous ne le recevez pas sous 8 jours, c'est normal. Une fois que vous avez votre dossier médical, le mieux, c'est quand même de prendre la tâche auprès d'un avocat qui fait de la réparation du dommage corporel. Ensemble, vous analyserez le dossier médical, vous ne pourrez pas faire l'impasse de l'assistance d'un médecin conseil. On a beau comme ça maîtriser bien le sujet, on n'en reste pas moins avocat, on n'est pas médecin, on a besoin d'un concours, d'un œil expert. Si jamais, effectivement, il y avait matière, il faut donc lancer une demande d'expertise. Et ça sera donc le tribunal qui désignera un expert indépendant qui, bien évidemment, ne fait pas partie de l'établissement de santé dans lequel vous avez été pris en charge, mais qui, bien souvent, ne fait même pas partie de la région dans laquelle vous avez été pris en charge, et ce, pour des soucis d'impartialité. Et c'est ce médecin-là il y aura une auscultation, une discussion, qui fixera l'ensemble de vos préjudices et les chiffrera, alors chiffrés en matière médicale. Effectivement, l'expertise médicale, c'est vraiment la clé de voûte de l'indemnisation ensuite. Ces expertises, elles sont jamais agréables pour la victime parce qu'elle est vraiment au centre des débats. Souvent, on parle d'elle comme si elle n'était pas là. Donc, c'est vraiment très important pour la victime d'être assistée lors de cette expertise, mais également de la préparer en amont, tant avec son médecin conseil qu'avec son avocat. À la suite en fait, de l'expertise, en général, le patient s'en va après l'examen médical. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle la discussion médico-légale qui se passe du coup entre les avocats, les médecins et l'expert. Et c'est extrêmement important d'avoir préparé en amont cette expertise et d'être assisté tout au long, puisqu'ensuite, c'est elle qui sera la clé de voûte de l'indemnisation.